Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts. Bonjour et bienvenue, l'actualité économique dominée par l'actualité de la nuit. Voilà, le compromis très poussif qui se décide effectivement à Bruxelles autour de cette union bancaire. Donc voilà, les principes sont posés. Le principe de fédéralisme véritablement, car il s'agit d'un saut fédéral, cette union bancaire, comme le mécanisme européen, comme le pacte budgétaire. Et puis le principe de sortir du risque systémique où un État déjà fragile est obligé lui-même de s'endetter pour aller sauver ses propres banques. Et bien désormais, il y aura une mutualisation du risque bancaire. Et nous avions la monnaie unique, nous avons le risque bancaire unique. Très concrètement, ça veut dire que France, Allemagne, eh bien, participeront au sauvetage des banques espagnoles. Et puis le troisième étage de la fusée de l'union bancaire prévoit qu'une banque qui ne serait pas viable, qui serait insolvable, qui serait condamnée globalement, eh bien la BCE déciderait de la mettre en faillite. Et là, a priori, ce seraient les actionnaires qui seraient amenés à payer. Et puis sinon, on va fermer cette extraordinaire séquence politique sur l'entrepreneur. Alors, si vous voulez bénéficier encore du forfait à 19%, vous devrez avoir une fonction exécutive dans l'entreprise. Vous devrez avoir détenu 10% du capital pendant une durée d'au moins 5 ans. Et au moment où vous vendez l'entreprise, vous devrez détenir encore au minimum 2% du capital, et il faudra que cette entreprise vous apporte au moins 50% de ses revenus. Alors, vous serez fiscalement considéré par le fisc comme un entrepreneur. François Racheline, qui est mort de rire visiblement avec l'histoire de la définition fiscale de l'entrepreneur. Bonjour François. Bonjour. Il est conseiller spécial du président du CESE, le Conseil économique, social et environnemental Jean-Paul Delevoye, professeur à l'IEP Paris. Olivier Berruyer, bonjour. Bonjour. Actuaire et auteur, animateur du blog www.les-crises.fr et aussi auteur de Stop, tirons les leçons de la crise, publié aux éditions Yves Michel. Et Philippe de Sertine, bonjour Philippe. Bonjour. Directeur de l'Institut de haute finance, auteur de La décompression des solutions après le krach, publié chez Anne Carrière. Bien, l'union bancaire, est-ce que vous achetez ce nouveau saut fédéral, ce nouveau pas vers plus d'Europe? Oui, moi François j'achète. Racheline. Oui, moi j'achète, mais ça va pas vous surprendre. Non. Parce que les oiseaux de mauvais augure, les prédicteurs de catastrophes, les Cassandres vont continuer probablement de dire que ça marchera pas. Mais enfin, ça fait quand même pas mal de temps qu'on espérait que ça avancerait de manière positive, et c'est le cas en ce moment. Alors c'est plus lent que on le souhaiterait, c'est moins approfondi qu'on le souhaiterait. Vous-même l'avez dit, et certainement le redire. Mais néanmoins, il y a un pas en avant, je trouve, qui est très très important. Et finalement, c'est assez conforme à ce qui s'est passé en Europe depuis sa naissance. C'est-à-dire que dans les années 60, il y avait le drame de la politique agricole, et puis on a résolu en faisant une politique agricole commune et avec des prix communs. Après, il y a eu le problème monétaire, on a mis en place le serpent monétaire. Ensuite, on a mis en place le système monétaire. Après la crise du serpent, puis après la crise du système, on a mis en place l'écu. Puis ensuite, après la crise de l'écu, on est arrivé à l'euro. Tout ça s'est fait évidemment dans la douleur. Au jour le jour, au quotidien. Et au quotidien, il y avait beaucoup de gens qui disaient que ça ne marcherait jamais. Bon, voilà. Donc d'un point de vue historique, ça va dans le bon sens. D'ailleurs, Jean-Paul Chifflet, le président de la Fédération bancaire française, disait on ne va pas aller trop vite dans ce dispositif, car une fois qu'il sera en place, il va probablement nous gouverner pour le siècle suivant. Donc prenons le temps de faire les choses correctement. Le siècle suivant, on y est. C'est le 21e. Pour les 100 années qui viennent. Vous êtes sur la même ligne, Philippe de Sertine? Oui, je crois vraiment il y a deux choses. Bon, d'abord, oui, c'est remarquable que l'Europe continue d'avancer, et elle continue d'avancer de manière extrêmement intelligente par rapport aux leçons à tirer de la crise. Cela conduit à des compromis, ça conduit en particulier des compromis entre la France et l'Allemagne, et on voit là vraiment à quel point le couple franco-allemand continue de fonctionner envers et contre tout, effectivement, et envers aussi et contre toutes les suppositions que tout ça allait exploser un jour. Donc ça, c'est très très important. Le couple franco-allemand continue à maintenir l'impression d'unité. Mais alors après, peut-être quand même pour nos auditeurs, et j'imagine bien tous les mails que vous allez avoir tout à l'heure en disant oui, voilà, on met en place un système pour sauver les banques, etc. Ce qu'il faut bien rappeler quand même, c'est le problème que nous avons connu avec cette crise, qui est une sorte d'imbrication entre l'État et les banques. Pourquoi nous avons cette question formidablement importante qui s'est posée sur les banques européennes? Parce que les banques européennes sont les principaux récepteurs, pourrait-on dire, de l'émission de dette des États. C'est ça le problème. Les premiers acheteurs des dettes publiques, globalement, ce sont lorsque on a vu une espèce de cercle vicieux qui s'est mis en place, c'est-à-dire que lorsqu'un État ne va pas bien, le montant ou les bons qui ont été émis par lui, en particulier à des taux faibles auparavant, perdent de la valeur. Et quand ils perdent de la valeur, eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils font perdre de la valeur au bilan bancaire. Et du coup, les banques vont moins bien. Du coup, elles disent comment je vais pouvoir me refinancer? Personne ne veut sur le marché parce qu'on dit ces gens-là ont des actifs pourris. Résultat, qui est le
dernier recours pour ces banques, c'est leurs États. Or, leurs États sont justement en difficulté. Et donc, on était dans un cercle vicieux. Un État impécunieux aide des banques impécunieuses, et donc finance un État impécunieux et donc ça, qui aide des banques impécunieuses. Exactement, ça c'est l'argument français. L'argument français en disant on a un vrai problème technique, et c'est vrai que ce problème technique, il fallait absolument le résoudre. Les Allemands disent oui, mais le problème dans ce cas-là, c'est que en fait l'État justement qui est fautif et qui va être à l'origine de cette difficulté de son système bancaire, en réalité, ça va lui donner une sorte de blanc-seing en disant de toute façon, si j'ai un problème et que mes banques auront un problème, c'est la communauté européenne qui va devoir ensuite essayer de, on va dire, récupérer l'ensemble. C'est vrai. Donc, c'est vrai, et c'est vrai. Ça, Philippe de et donc Sartine. c'est bien le débat aujourd'hui, c'est-à-dire que l'Allemagne dit on comprend bien le problème et c'est vrai qu'il faut qu'on aille beaucoup plus loin dans l'idée justement d'une solidarité à l'intérieur de l'Europe, mais nous vous disons, et nous disons à la France, et on voit bien évidemment là qui a le déficit le plus faible entre les deux, nous disons à la France c'est possible, mais alors ça signifie quand même que l'on aura auparavant contrôler la manière dont les États font du déficit. C'est-à-dire en quelque sorte, si véritablement il y a une économie européenne qui est en souffrance et que cela crée une sorte d'enchaînement négatif entre l'État et les banques, là on vient les aider. En revanche, nous avons contrôlé en amont qu'il n'y ait pas eu une attitude complètement folle des États et qui conduirait effectivement à ce que... Ça c'est le pacte budgétaire. Exactement. Et donc c'est pour ça qu'il y a eu discussion, c'est pour ça que c'est un peu compliqué, mais c'est pour ça que c'est tellement intéressant et important qu'on progresse. Bon. Parce qu'en fait on avance sur les deux points en même temps. C'est anecdotique, mais sur le couple franco-allemand, je résiste pas au petit verbatim de la nuit. François Hollande nous dit le calendrier est plus rapide que prévu et Angela Merkel dit ça prendra du temps. C'est merveilleux. François Hollande dit le cadre législatif sera là dès le 1er janvier. Mais oui, mais non mais parce que vous voyez, on vient discuter là le problème technique, c'est-à-dire vous voyez, les gens doivent comprendre qu'on est dans quelque chose. Ça m'amuse. Nicolas, sur ce point-là, le verbe est toujours national. Il faut rendre compte au pays. Et l'acte est quoi ? Il est européen. Bon, l'acte est européen. Toute cette nouvelle grammaire européenne, Olivier Berruyer, comment est-ce que vous la voyez s'installer ? C'est effectivement plus de mutualisation, plus de fédéralisme, donc automatiquement, un jour ou l'autre, moins de souveraineté, ce ne sera pas possible autrement. Est-ce que là, nous tenons quelque chose qui va vers du mieux ? Moi, je fais profession d'oiseau de mauvais augure pour répondre à François, mais non, j'achète absolument pas pour différentes raisons. Bon, déjà, au niveau du sommet européen, bon, c'est le 20e qui nous berce, comme souvent, de jolies promesses, de belles paroles, avec assez peu d'actes en face. Les vrais actes... On avait posé les fondations lors des précédents sommets et on est en train de construire la maison. Pour une fois, c'est pas un sommet de crise. Hein. Oui, mais les vrais actes et les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent. La difficulté n'est pas une histoire de perte de souveraineté, c'est de vouloir mutualiser des dettes entre pays et la seule question qui compte, c'est qui va payer au final. Et est-ce qu'un contribuable national aura-t-il envie et son système politique lui permettra-t-il de payer pour les autres pays ? Elle est là la question. Et on voit bien que c'est le jour où un sommet européen dira on va créer un impôt en France, en Allemagne pour aider les banques espagnoles et italiennes, on pourra dire éventuellement oui, il y a eu peut-être un petit saut quelque part. Je pense juste que ce jour-là, on n'est pas prêt de le voir arriver. Et tant qu'on n'a pas de vrais transferts financiers entre pays, il ne se passera pas grand-chose. Je vais rebondir sur 2 ou 3 points. On voit que les dirigeants actuellement essayent de sauver le Ponzi qui tourne depuis plusieurs décennies, en tout cas qui est au bord de l'explosion depuis 2008, de façon désespérée, en promettant, en faisant toujours plus de dettes, en ayant toujours plus de promesses d'engagement et sur les États et sur les banques. On est quand même sur des promesses inédites, sur des mécanismes inédits, justement, de transfert. Oui, mais c'est scandaleux ce genre de transfert. Enfin, mon épargne n'est pas là pour aller sauver les banques impécunieuses en Andalousie. Enfin, c'est un métier de faire banquier. Mais si, bien sûr, parce que vous gagnez de l'argent grâce à l'Andalousie, figurez-vous. Vous n'en êtes pas rendu compte, mais le fait d'être en Europe, en tant qu'épargnant, ça vous permet d'avoir des taux plus faibles et un rendement plus élevé. Oui. Et ça, si vous n'en êtes pas rendu compte, ça veut dire que juste vous êtes resté dans votre petite campagne française et vous n'avez pas compris qu'autour du nous, ça s'appelle le monde. Je n'ai pas d'épargne en fait, c'est ça. Comme on parle de votre épargne. Oui, non, mais ça que les plus aisés, les 1% le plus riches en bénéficient, comme vous soulignez très justement. Mon épargne tout à l'heure, juste à l'instant. Excusez-moi. Oui, enfin, on est bien d'accord que je veux dire, c'est pas tant d'épargne, c'est des impôts futurs, c'est de ça dont on parle. Vous avez souligné que les États étaient soi-disant à l'origine des problèmes bancaires. On est bien d'accord que c'est absolument faux. Les banques n'ont pas plus de 10% de l'ensemble des dettes publiques. Les dettes publiques sont détenues par les fonds de pension, par les investisseurs,
par les rentiers. La dévalorisation mais des c'est pas les banques banques. espagnoles, la dévalorisation des banques italiennes, vous n'allez pas me dire que ce n'est pas lié à l'augmentation des taux sur les États. Enfin Non, là, c'est- on est juste dans la réalité économique. On n'est pas du tout dans la réalité économique. On est face à 500 milliards de fuites de liquidités qui ont nécessité 500 milliards d'emprunts de ces deux pays au niveau de la BCE. Ils ont bien emprunté 500 milliards. Et les 500 milliards, c'était pas pour compenser des pertes sur les dettes publiques, puisque les dettes publiques sont toujours comptabilisées à 100%. Et pour commencer des baisses de PIB. Oui, c'est le problème. Ça s'appelle pas de la fuite de la liquidité, ça s'appelle un ralentissement d'activité. C'est pas un ralentissement d'activité, c'est la conséquence des déséquilibres commerciaux en Europe. Et là, on a une vraie question sur les déséquilibres des balances de paiement. C'est une question qui n'est absolument pas traitée, qui est absente du débat. Et On pourtant, est d'accord. c'est elle Pour qui est en train l'instant, de tuer. les problématiques de fond, de surendettement des États, de déséquilibre des balances courantes, Oui, mais c'est ça ne qui sont tue pas le système, effectivement Nicolas. réglées par. C'est ça qui tue le système. On est en train d'essayer de mettre Oui, un sparadrap. Nicolas, On est en train d'essayer de stopper l'hémorragie des banques, enfin de mettre du scotch sur les hémorragies des banques sans stopper l'origine. L'origine, elle est là. Pour l'instant, on mutualise les dettes avec le mécanisme, on mutualise le risque bancaire avec l'union bancaire. mais On si- mutualise effectivement des fardeaux. Pour l'instant, Oui. on mutualise Mais des s'il faut fardeaux. 20 ans pour arriver à résoudre le problème de fond, ça ne tiendra pas 20 ans. François Rachetin, Non, parce mais qu'après, il y a on a- toute la dimension démocratique de ce dispositif qui sera posée. Hein. Probablement, je vais mettre de l'huile sur le feu, on va Allez-y, on va allez-y, voir. François, Mais, allez-y, François. mais la vraie grande évolution, c'est le 6 septembre dernier, c'est Mario Draghi. C'est la décision de la Banque Centrale Européenne d'être un butoir ultime. À partir de là, comme par hasard, tout avance plus normalement et tout se dénoue. Alors, bien sûr, on ne va pas faire... On peut faire un Oui, aparté. je vous en prie, je vous Tout en se prie. dénoue, On est le- ici pour s'interrompre, Tout n'est-ce se pas dénoue, le risque systémique et la pression sur les taux obligataires, ça pèse. Mais tout se dénoue. Tout commence à se dénouer. C'est-à-dire que cette décision-là, quoi qu'on en pense, modifie complètement le paysage. Et elle est d'ailleurs il est très intéressant de voir que ça s'est passé, je dirais pas de manière en silence ou sans bruit, mais enfin, on n'en a pas fait tout un événement, alors que c'est un véritable événement. Ici, à BFM Business, on en a fait un événement. Oui, mais j'étais pas là, donc c'était pas vraiment un événement. Bon, mais et à partir de ce moment-là, ce que dit Nicolas Berruyer n'est pas complètement faux. Olivier Berruyer, pardon. C'est pas complètement faux. C'est-à-dire qu'il faut que les choses, effectivement, avancent, et ça va prendre du temps pour le faire, et vous l'avez dit aussi. Mais ça fait rien. Le mécanisme est lancé. On est parti dans cette logique-là. Et l'idée de dire qu'on est uniquement dans de la mutualisation des dettes me semble erronée. C'est faux. Mais non, c'est faux. C'est faux. Ça serait le cas si on était obligé, à chaque fois qu'une banque avait des difficultés, de lui venir en aide de manière globale. C'est pas comme ça, c'est pas ce qui est prévu. Ce matin, quand vous nous avez appelé pour nous dire ce qui s'était passé pendant la nuit parce qu'on dormait, c'est une erreur professionnelle, il aurait fallu écouter, vous avez dit, il y a plusieurs étapes. Bon, et dans les plusieurs étapes que j'ai notées, il y a la mise en œuvre d'un mécanisme qui fait que, in fine, on n'acceptera pas de payer pour une banque qui pourrait être en faillite. Oui, Donc ça veut dire c'est la fin du système. Mais oui, mais c'est très important. Oui, mais oui. c'est extrêmement important. Qui va avoir compétence et autorité pour décider tiens, celle-là est viable, ah non, celle-là n'est pas viable. Nicolas, ça va être très compliqué. Alors vous avez raison de dire que, alors, quitte à faire roi, mais néanmoins on pose le problème, on le pose sur la table. C'est une avancée. Pas uniquement économique, pas uniquement comptable. C'est une avancée politique importante. Alors, avancée politique, moi j'ai quand même effectivement l'impression que pour l'instant c'est de la mutualisation de boulets financiers, principalement. Alors, est-ce que c'est la première étape vers une autre mutualisation d'autre chose et une harmonisation sociale, une harmonisation budgétaire, une harmonisation fiscale? Mais Nicolas, Qui en a vraiment envie? Bon, Nicolas, vous posez Olivier la question, Berruyer. qui va décider de savoir la banque? On le sait, qui va décider? On a dit c'est la BCE maintenant. On a qui dit va- c'est la BCE. Qui va contrôler? C'est quand même assez fou. 5e année de crise pour se dire que finalement, pour contrôler les banques, on a une bonne idée, on va demander à une banque de le faire. C'est un modèle qui a échoué dans tous les pays. non. Qui Non, contrôle- Olivier Berruyer, Olivier. Non, Olivier, La vous Banque pouvez de pas France, dire ça. la Banque de France a une autorité Non. prudentielle. Oui, est-ce qui que aujourd'hui la- s'appelle l'ACP. Exactement. Ce que je dis juste que dans- non, mais il est Nicolas, dans les Nicolas. prérogatives d'une banque centrale d'avoir un Une banque, une regard. banque centrale, c'est la même chose. On est bien d'accord que ça a échoué dans la plupart des pays. La Non, Banque non, d'Espagne non, a mal non, contrôlé non, les banques espagnoles, la Banque d'Italie a mal contrôlé les banques italiennes. Le système est non. en train de faire faillite. On va pas Mais dire que c'est un non. système qui marche bien. Pourquoi on ne se demande pas? Olivier, Oui. pardon de vous interrompre. François Vous pouvez Rachetin. pouvez pas dire ça comme ça. Parce que je vous rappelle que la Banque d'Italie, la Banque centrale d'Italie, la Banque centrale d'Espagne sont dans un cadre européen. Et dans ce cadre européen, nous avions à la fois une banque centrale et qui n'était pas véritablement une banque centrale. Maintenant, on a une banque centrale. Dans l'histoire, alors ne regardons pas les choses à 15 jours, à 3 mois ou à 1 an, regardons les choses sur 150 ans ou 200 ans. Quelle est la seule solution qui permet de boucler, non pas je cherche le mot, non pas un ensemble de banques, mais de créer un système bancaire. Un écosystème. Un écosystème. Ah non, un bancosystème. C'est de mettre une banque centrale. Et on vient de réaliser ça.
Je suis d'accord, François, j'achèterai, mais à une condition, c'est qu'il ne faut pas que la Banque centrale ait prêté 1000 milliards aux banques. Il y a 1000 milliards d'engagements. Comment voulez-vous que la Banque centrale puisse aller dire je vais couler Bankia, puisque si elle coule Bankia, elle se coule elle-même? Et la notion de conflit d'intérêt, il y a un conflit d'intérêt majeur là-dedans, puisque le contrôleur a des participations gigantesques et qui mettent sa survie en danger dans les contrôlés. Non, il y a deux choses Là, mélangées. le problème que l'on a, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire c'était d'abord l'interaction entre les banques, cette espèce de effectivement problème qu'on a eu dans toute la crise. Mais soyons bien clairs, la crise elle vient pas du déséquilibre des balances de paiement européennes. Enfin, il faut quand même être lucide. On est dans une crise mondiale qui provient d'un excès de dette notamment créé par le système financier. On est quand même là à l'origine du problème et avec les États européens qui se sont surendettés et qui ont dû reprendre un certain nombre de dettes de la part des banques. Bon, ensuite, on a eu cette interaction entre les deux qui nous a posé cette question en disant est-ce qu'un État peut sauver sa banque lorsque c'est lui-même qui est à l'origine des difficultés de la banque aujourd'hui? Donc c'est ça l'idée du mécanisme. Après, simplement, ce que dit aujourd'hui l'accord européen, c'est en disant la seule chose, c'est qu'on ne va pas sauver toutes les banques systématiquement. On sauve les banques quand il y a le lien effectivement incestueux avec l'État. Et là, ce lien, on l'a systématiquement. En revanche, quand une banque fait des âneries, on ne va pas être en train de dire c'est toute l'Europe qui va payer. C'est exactement ça qu'on dit. C'est-à-dire la BCE va être en train de dire quand là, manifestement, il y a eu une ânerie, eh bien effectivement, il faut arrêter ça. Avec juste la question qui va se poser ensuite, c'est de dire comment faire pour que des banques ne soit pas systémique et qu'elle fasse des âneries éventuellement. Mais ça, c'est un problème qui se pose à la supervision bancaire mondiale. Mettre fin à l'aléa moral, mais le too big to fail est toujours là. Non, mais Nicolas, imaginons que BNPP, et ce n'est pas le cas, ait fait des grosses bêtises et qu'on décide, elle a fait des grosses bêtises, tant pis, on c'est là où il faut une supervision bancaire en continu. Et c'est ça qu'on est en train de travailler. Ce que dit Philippe est très extrêmement important puisque ce que disait Olivier était vrai. La supervision bancaire jusqu'à présent, elle a plutôt échoué. Oui, mais les stress tests ont été des pantalonnades. Les stress tests ont été des pantalonnades. Mais vous appelez ça une supervision bancaire, des stress tests? Non, mais ça a été vendu à l'époque comme ça. J'arrivais à le dire, je crois. Allez-y. Ce que dit Philippe est très important puisque c'est exactement ce qu'on est en train de mettre en place. C'est-à-dire le fait qu'on ne soit pas obligé de mutualiser les dettes. Donc, aujourd'hui, on est obligé de prendre un certain nombre de dispositions qui peuvent apparaître comme une mutualisation des dettes parce qu'il y a un passé à éponger, mais justement, on prend les mesures qui éviteront ça dans l'avenir. Donc c'est absolument décisif ce qui se passe. Mais ça se passe jamais assez vite et on va jamais assez loin. D'accord. Comment sera-t-on en mesure? Mais attendez, je crois qu'on ne se rend pas compte qu'en ce moment, le travail sur la supervision bancaire, il est commencé depuis pratiquement 3 ans dans tous les G20, que ça pose un énorme problème au niveau international, qu'on est en train de buter sur un certain nombre de questions techniques, que pour le moment, la supervision bancaire, elle n'existe pas. On est d'accord au niveau international, elle n'existe pas. Et là, on n'est pas dans les questions de stress test ou quoi que ce soit. On est sur des points techniques très complexes sur lesquels on bute sans cesse. Ce qui est très intéressant dans l'Europe, c'est qu'elle a avancé sur une des faiblesses du système bancaire mondial, qui était notamment justement ce lien fort entre les banques nationales européennes et les pays et les dettes de ces pays. Donc là, on est en train d'avancer et on va apporter quelque chose d'important du point de vue du G20 qui va nous permettre notamment après de dire on peut avancer sur la supervision parce que nous, on a réglé ça. Et ça, c'est des éléments mais techniques absolument fondamentaux. Et je voudrais pas justement que nos auditeurs aient le sentiment que nous, on fait un truc dans notre coin, que la supervision, elle n'existe pas. On est en train d'essayer de progresser sur un certain nombre de choses. C'est compliqué. L'Europe avait un problème spécifique et l'Europe, là, est en train d'apporter une réponse qui est une réponse parfaitement et techniquement viable. Après, il y a toujours la question que pose Olivier Berruyer. Qui paye? Et on va en parler. Enfin, j'ai plein de sujets à suivre. Donc voilà, on se retrouve d'ici quelques minutes. Nicolas Dose et les experts sur BFM Business. François Racheline avec nous, il est il est conseiller spécial du président du Conseil économique et social et environnemental. Jean-Paul Delevoye, professeur à l'IEP Paris, Olivier Berruyer, animateur du blog www.les-crise.fr et Philippe de Sertine, directeur de l'Institut de haute finance. J'ai une colossale littérature d'auditeurs sur la quoi vous imaginez. Ça prouve qu'il s'intéresse au sujet. Alors, à chaque fois qu'Olivier Berruyer est là, c'est négatif, il n'a rien à proposer de concret, désolé, j'arrête d'écouter à lundi. Mais sinon, ça c'est Jean-Claude. Mais Fred nous dit, heureusement qu'un Olivier Berruyer est là, car sinon le studio des experts se résumerait à un pigeonnier. Une fable, j'imagine, inventée par Mauricio, qui nous dit hier soir à la fin du dîner, on a voulu imaginer un mécanisme pour embrouiller le restaurateur, ne pas payer l'addition. On a même voulu faire de la monnaie avec la nappe de papier, mais rien n'a fonctionné. Il y a Guillaume. Le problème, ce n'est pas le transfert entre États, mais le transfert intergénérationnel qui se produit en Europe. Les politiques publiques paient pour les rentes des retraités et les banques. C'est son avis à lui. Claude, il y aura une européanisation des banques, fin du too big to fail et début de la démocratie bancaire, n'en déplaise aux égoïstes libéraux qui devraient revoir la définition de la monnaie.
François-Xavier nous dit la mutualisation de la bêtise fonctionnera peut-être très très bien. On va mettre tous les risques dans le même panier. Il y a Yann qui nous dit voulez-vous dire l'union bancaire des banques en faillite? Vaste programme, écrit-il. Enfin, Surya écrit je suis scandalisé par les mécanismes de recapitalisation. On maintient des établissements zombies en faisant un transfert des pertes toujours vers les contribuables. La seule attitude juste me semble être simplement la gestion des faillites bancaires sans que les déposants ne soient lésés. Recapitaliser n'effacera pas les tonnes de créances pourries et d'engagements hors bilan gigantesques. Et enfin, Jérôme, et ça n'est qu'une sélection, Angela Merkel, ah oui, alors ça c'est autre chose, Angela Merkel met les pieds dans le plat avec la création d'un super ministre européen des Finances pour retoquer les budgets nationaux, on pourra en dire un mot d'ailleurs, je rigole d'avance de la réponse française. Et puis répondre juste à Marc, Marc qui se demande pourquoi dans la loi de finances la niche fiscale des journalistes n'est pas supprimée. Pourquoi aucun média n'en parle? Alors parlons-en, elle date de 1934, elle n'est plus considérée fiscalement comme une niche, même si c'est une niche, et son périmètre mériterait effectivement d'être sensiblement revu, car elle est très utile pour les pigistes, mais beaucoup moins pour des grosses vedettes de télévision. Voilà. Pas mal de réactions quand même. Qu'est-ce que ça vous inspire? Désolé de vous avoir fait perdre un auditeur. Non, viens lundi, Olivier. En termes de propositions très simples, moi je proposerais la création d'une autorité de la sûreté financière, tout comme il existe une autorité de la sûreté nucléaire, donc une autorité indépendante qui se charge de faire le travail qu'on veut donner à la BCE, mais qui justement ne sera pas la BCE et sera indépendante pour faire son travail. Et deuxième chose, la garantie bancaire, on l'a mis en place dans les années 30, au moment des faillites majeures aux États-Unis. Évidemment, le premier truc qu'a fait le législateur là-bas, c'est qu'il a voté le Glass-Steagall Act en disant, bien entendu, on sépare les activités bancaires parce que si je donne une garantie aux banques, il est bien entendu hors de question que les banques fassent n'importe quoi. On se rend compte qu'aujourd'hui, on est en train de vouloir faire la même chose au niveau européen et que, bien entendu, on ne parle absolument pas de ce genre de régulation en profondeur des banques. On en parle beaucoup sans vouloir passer à l'acte. Alors, je vais vous proposer une mesure très, très libérale aujourd'hui. Je vais vous proposer pourquoi pas réfléchir à la suppression de la garantie bancaire et que chaque client soit responsable du choix de sa banque et fasse pression pour avoir une banque qui soit... On va pas à titre individuel, il n'y a pas de class action en France. Je vais pas moi, Nicolas Dose, aller voir mon banquier, qui d'ailleurs le gars au guichet est au tout courant de rien. Vous êtes Nicolas Dose, on nous dit que la banque universelle, c'est super d'avoir une banque qui en plus de gérer les crédits, les dépôts, va spéculer. Donc une bonne façon et aussi de mettre les clients de façon responsable face à leur... C'est une proposition. Écoutez, même Daniel Bouton n'était pas au courant de toutes les expositions de son propre établissement. C'est pas un peu gênant ça? Sur les CDS immobiliers aux États-Unis. Ne demandez pas aux clients d'aller voir le guichetier en lui disant... Mais Nicolas, elle est là votre question. Vous verrez qu'il y aura des banques qui vont dire dans ce cas-là, on va pas faire de CDS et les clients, ils auront prendre une banque qui n'a pas de CDS. Ce que dit, je pense que ce que dit Olivier est intéressant. On pourrait par exemple aussi supprimer les assurances, c'est-à-dire que s'il y a un incendie, c'est de votre faute, vous n'avez qu'à rester chez vous et à regarder ce qui se passe. C'est un petit peu du même ordre. Oui, je crois qu'il est excessif, mais c'est probablement par provocation et puis peut-être pour faire revenir l'auditeur qui essaie de le dire. Mais moi, ce que je trouve, si vous permettez, Nicolas, ce que je trouve, c'est que, alors, est-ce votre choix, je n'en sais rien, qui est très subjectif parmi les réactions? J'en ai lu 80% des mails, là. D'accord. J'ai reçu sur une quinzaine de minutes. Donc vous avez fait un choix qui reflète globalement ce que vous avez reçu. L'état d'esprit des gens qui nous écoutent, en tout cas qui ont pris le temps d'écrire. Généralement, ce sont les mécontents qui écrivent plus que les gens contents. Mais justement, je trouve extrêmement intéressantes les réactions. Si on les regarde de manière un peu ethnologique, si vous voulez, comme un ethnologue, c'est qu'elles sont plutôt, sensées, plutôt positives, et plutôt en attente de voir les résultats d'un véritable changement. Depuis que vous avez la gentillesse de m'inviter à cette émission, c'est, je trouve, un changement dans les réactions des auditeurs, téléspectateurs. Voilà ce que je perçois. Philippe de Sertine. Oui, par rapport à ce qui est aux réactions, mais que effectivement, moi j'anticipais un petit peu tout à l'heure, je crois qu'il y a donc plusieurs choses importantes. Quand on évoquait tout à l'heure effectivement la garantie bancaire, elle est liée d'abord à l'épargne, enfin au fait que ce sont les gens normaux justement qui laissent leur argent dans les banques, et c'est important qu'ils le fassent, et c'est là où il va falloir revenir sur ce deuxième point. Et l'État va jouer normalement ce rôle après la crise des années 30 en disant ce que nous devons garantir, c'est que des banques qui détiennent les dépôts des clients, des gens normaux, ne fassent pas faillite. Soit en mesure de restituer ces dépôts quoi qu'il arrive. C'est ça l'idée, l'idée de la sécurité de l'État vis-à-vis de ses concitoyens qui, comme vous le disiez tout à l'heure par rapport aux petits clients, sont supposés faibles. C'est le rôle de l'État en toute chose. C'est-à-dire je protège les gens normaux qui sont faibles par rapport aux énormes enjeux qui sont autour la garantie des dépôts que l'on veut mettre en place au niveau européen. C'était l'idée du Glass-Steagall Act, c'est en disant il y a l'activité qui a les dépôts des clients, ça il faut le garantir. En revanche, tout ce qui est l'activité financière pure, ça c'est pas du tout du
ressort de l'État. Et en effet, la question qui s'est posée après, du reste, que le Glass-Steagall Act a été annulé en 1999 aux États-Unis par Bill Clinton, dire en réalité, on se rend compte aussi que le reste des activités financières peut mettre en danger le système mondial. Et c'est ça, évidemment, la grande idée de la crise de 2007-2008, c'est que tout d'un coup, on voit apparaître un risque systémique, c'est-à-dire que le système explose. Et donc là, à ce moment-là, les États disent j'ai un rôle aussi de protection par rapport au système, parce que si le système explose, eh bien là, tout le monde va en être victime. Généralisé. Exactement. Donc bon, ça, c'est vraiment des questions fondamentales qui se posent. Mais après, je crois que derrière les réactions qu'on a très très souvent aujourd'hui, c'est le problème de la relation entre notamment les citoyens français, les gens de la rue et la banque. C'est-à-dire l'idée que... Un peu plus loin, la dimension démocratique ou non démocratique de cette nouvelle Europe que nous construisons. Non, ça c'est autre chose. Non, mais attendez. Oui, mais ça c'est un autre point. C'est un autre point qu'il ne faut pas confondre. Là, on a la vraie question du rôle de la finance, d'une banque dans une économie normale. Et c'est vrai que la réaction qu'on a très souvent aujourd'hui, c'est que les gens ont le sentiment que la finance, la banque, c'est quelque chose qui est un parasite du système, et que finalement ce parasite il a failli mettre le système à bas pendant la crise et avant la crise, et qu'aujourd'hui en réalité il est hors de question qu'on aille sauver des parasites sous prétexte qu'ils sont puissants ou sous prétexte qu'ils font du lobbying. Or je crois qu'il faut vraiment rappeler et redire à quel point la finance, le mode de fonctionnement d'un système économique a besoin, et en particulier le mode de fonctionnement français. C'est pour ça que vous disiez tout à l'heure, vous n'avez pas parlé de la Banque publique d'investissement. Or justement, c'est ça une des clés aujourd'hui du problème. C'est que la France, dans son évolution économique, dans sa modernisation, va avoir besoin d'investissement. Et quand on dit investissement, c'est pas nécessairement des grands groupes, c'est pas forcément des régions, c'est des gens qui vont avoir des projets qui vont, et quand vous avez des projets, vous n'avez pas nécessairement d'argent. Et quand vous avez besoin d'argent, vous devez avoir un système qui vous le fournit. Et ça, c'est là où c'est très important. C'est-à-dire l'Union européenne, elle veut sauver sa structure qui lui permet de préparer le futur. Elle n'est pas là pour sauver les parasites. Il est évident qu'il y a eu des banques parasites. Et on ne doit pas confondre les deux. Des attitudes parasites. Oui, on mais n'est pas là pour sauver les parasites. Ce qu'il ne faut pas confondre, Philippe, c'est la finance indispensable à l'économie, donc toute la banque de dépôt, la banque de crédit, la partie banque d'investissement pour les entreprises, de la finance spéculative. Oui. Il est là le problème. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a des établissements qui mélangent les deux. Et souvent des petits établissements incompétents sur le sujet qui prennent des risques qu'ils ne connaissent pas. Il me semble que vous avez cité un gros établissement il y a quelques minutes qui a perdu 5 milliards à cause d'un trader, et il me semble qu'il n'était pas tout à fait petit, et il me semble qu'il n'était pas d'une compétence indiscutable. Ce que disait Olivier tout à l'heure, c'est là justement où normalement la supervision bancaire qui doit se mettre en place doit dire la banque spéculative, elle peut faire faillite, et celle-ci, bien entendu, ses clients savent bien qu'ils veulent avoir des rendements à 20-30% de leur épargne, ils savent bien que ça signifie qu'il y a spéculation. Et là, il y a responsabilité complète, on est dans un contrat normal. Aucun banquier n'a fini devant un tribunal depuis le début de la crise. Non, mais attendez, on est là en train de réfléchir à la manière dont le système doit évoluer. Donc c'est ça l'idée. Là, aujourd'hui, lorsque nous sommes en train de parler d'une structure financière autour de l'Europe, c'est pas sauver un système qui est pourri et parasitaire, c'est de dire comment on va faire pour que quand vous êtes aujourd'hui avec un projet, que vous soyez une entreprise ou vous soyez un particulier, vous ayez la possibilité de vous financer. Ça, c'est absolument fondamental. C'est là-dessus que doit se construire le futur de l'Europe. Il faut bien trouver des réponses en mutualisant effectivement tous ces boulets financiers, parce que sinon il n'y a pas que les problèmes de projets que nous ne pourrons pas financer, il y aura les problèmes d'explosion sociale dans les pays. Les boulets dont on parle, la plupart des boulets, ils proviennent non pas de spéculation, mais ils proviennent d'un mode de fonctionnement des États et de l'Europe et de la population européenne qui s'est surendettée. C'est totalement différent. On n'est pas là, et justement, il ne faut pas tout confondre. Et je pense que l'intérêt de cette émission, c'est bien celle-là. François Racheline, allez-y François, parce qu'il est silencieux et très sage depuis une dizaine de minutes. Oui, mais ça peut arriver à chacun d'entre nous à tour de rôle. Il faut être nuancé, par exemple, la Société Générale, le Crédit Agricole et BNP Paribas sont des banques universelles qui font tous les métiers, et c'est peut-être grâce à ça qu'elles ont moins tangué que d'autres. Ce serait bien qu'on fasse leur compte avec des normes comptables d'il y a une vingtaine d'années pour voir ce qu'il en reste et la qualité des bilans. Mais je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut réfléchir à une dissociation des activités bancaires traditionnelles et des activités de finance de marché. Mais il faut être nuancé. Est devenu schizophrénique sur cette question. Mais Paul Volcker l'avait dit il n'y a pas tellement longtemps, mais il n'avait pas dit qu'il faut revenir au Glass-Steagall Act, qui était la séparation radicale, mais voir ce qui est compatible et ce qui n'est pas compatible. Ça, c'est une première remarque. Et une deuxième remarque, alors ça va un petit peu dans le sens de ce que disait Philippe de Sertine, mais en remontant encore un tout petit peu plus en amont, si j'ose dire, c'est qu'il ne faut quand même pas oublier que le système capitaliste, c'est le système de l'endettement. On ne peut pas fonctionner autrement qu'avec de l'endettement. Parce que
ce qui me frappe dans les discussions, c'est des gens qui disent mais les banques, ce sont des... quel mot vous avez employé? Ce sont des parasites, il faut régler la question des parasites, ou ce sont des intermédiaires. Non, il faut voir les choses de manière très différente. Il faut commencer par la banque, et parce que c'est elle qui permet d'alimenter en flux monétaire. Mais le capitalisme, c'est aussi la responsabilité qui va jusqu'à la faillite. Exactement. Non, mais même pas mettre ce mot-là. Non, mais ce que je veux dire, c'est que si ce qu'a dit Philippe de Sertine me semble très juste, c'est-à-dire que les mauvaises banques vont disparaître. Le problème n'est pas de dire que les banques viennent après, en deuxième, pour permettre à l'économie de fonctionner. Le flux monétaire est premier. Il doit être toujours premier, parce que s'il n'y a pas de flux monétaire, il n'y a pas d'activité. Tout à l'heure, Nicolas, vous avez parlé d'Olivier Berruguet, oui, parce que je voudrais qu'on aille très rapidement. On avance juste avec la dernière phrase de François Hollande qui a été le pire est passé, qui résonne avec celle d'hier. Oui, bon, je passe mon tour. Vous aurez le droit. C'est assez comique là-dessus, c'est pas la peine d'en rajouter. Vous parlez tout à l'heure, par exemple, des banques too big to fail. C'est assez amusant aussi. 5 années de crise, on attend quoi pour les couper, ces banques ? Pour les rendre justement plus petites. On rappelle qu'en 1900 aux États-Unis, le libéralisme a fait qu'on a pris Standard Oil et qu'on l'a coupé en 15 ou 17 entreprises, qui était la plus grosse entreprise pétrolière du monde, l'entreprise de Rockefeller. On a coupé, on a refait de la concurrence. Aujourd'hui, on a des banques, elles sont gigantesques. On a le G20 qui se réunit, notamment qui est en train de dire... Le bilan de BNP Paribas, c'est le PIB de la France. Oui, mais enfin, et puis quand on rajoute les 3 autres, on dépasse évidemment très largement ces niveaux-là. On n'est même pas dans une réflexion qui suffirait à dire, mais il n'y a qu'à les couper déjà en 4 ou 5. En plus, ça refera de la concurrence, parce qu'avoir 20 ou 25% de ROE là-dessus, c'est pas tout à fait normal en termes libéral. Et on voit qu'on fait rien. C'est ce genre de questions, on n'est même pas abordé. On attend tranquillement qu'il y en ait une qui saute pour se rendre compte qu'elle était vraiment too big to fail. Et pour un des mails que je n'avais pas lu faisait toute la liste des attentes en matière de régulation qui avaient été évoquées lors des G20, lors des sommets européens, et qui pour l'instant n'ont pas accouché. Vous avez raison, mais ça c'est... Non, mais si on en discute énormément, hein, je vous assure, c'est vraiment la grande question aujourd'hui au FMI. Il y a les unes de presse. C'est le fait de couper les banques, ça c'est clair. Je crois que ça c'est une vraie question. Il y a plein de sujets qu'on n'évoquera pas, mais malgré tout, François Hollande nous dit mercredi, nous sommes tout près de la sortie de crise de la zone euro, et hier il nous dit le pire est passé. Bon. Lagarde a dit la même chose en 2009, exactement la même chose. On avait déjà entendu ça aussi par Nicolas Sarkozy, et puis Christine Lagarde, mais je pense qu'il n'a pas complètement tort. Alors juste quand même 1 ou 2 arguments pour justifier qu'il n'est pas tort en disant le pire est passé. Moi je vois toujours des surendettements publics, je vois toujours des bilans bancaires dégradés, et les écarts de compétitivité nord-sud toujours... Non, mais c'est pas le problème. Bon. François Rachlin, pourquoi il n'aurait pas tort? Vous avez raison de dire tout ça, sauf que maintenant, on a engagé le processus pour réduire tout ce que vous venez de dire, et on est d'accord pour le faire. Donc le pire est passé. Okay. Non, mais je crois qu'il y a 2 choses. Là, évidemment, l'auditeur, il va dire le pire est passé, ça veut dire que la crise est finie. Ah ben non. La crise n'est pas finie, et on est toujours avec de grosses difficultés économiques qui vont prendre des années à être résolues. Ce qui est très important, et moi je pense que ce message, il faut absolument le porter, je pense que François Hollande a eu raison de l'exprimer. Ce qu'il faut vraiment dire aux investisseurs du monde, c'est que depuis quelques mois, quelques semestres, en raison d'ailleurs des attitudes des Européens, nous payons le prix de la peur de la catastrophe totale, le prix du cataclysme. En clair, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les taux d'intérêt et même d'ailleurs le niveau des indices boursiers européens ont reflété jusqu'à, disons, au printemps, la crainte d'une explosion européenne. Et quand on dit la crainte d'une explosion européenne, c'est vraiment là le collapse généralisé du système économique qui commencerait par l'Europe. C'était ça l'angoisse. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous avez des pays qui ont pris des mesures, notamment par exemple pour essayer d'améliorer leurs finances publiques, à peine elles les prenaient, les taux montaient encore plus. Comme si les investisseurs disaient, vous étiez dans une situation intenable, mais à partir du moment où vous essayez d'en sortir, c'est encore plus intenable. Dans un mode irrationnel, risk on, risk off, risk on, en disant risk off, à chaque fois, en fait, ce que l'on voit, c'est qu'on a peur, et les messages intra-européens étaient dans ce sens. Ça va pas tenir, ça va exploser, les pays vont se quitter, on va abandonner la Grèce, on va quitter l'Espagne, etc. Ce que l'on voit depuis le printemps, maintenant, et en particulier là, c'est vrai que l'alternance française a été importante parce qu'on s'est rendu compte, et les investisseurs du monde se rendent compte que la trajectoire européenne, la trajectoire d'un pays comme la France, en fait, elle ne varie pas nécessairement au gré d'un changement politique. On est bien sur un certain nombre de questions politiques d'un côté, fiscalité, pas fiscalité, mais avec des éléments techniques qui sont toujours les mêmes. Et ça, c'est fondamental de dire ça aux investisseurs du monde en disant, vous vous rendez compte que les Européens, ils discutent beaucoup, ils se font la gueule entre eux, mais à la fin, ils restent ensemble. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que le taux de la peur
c'est-à-dire le taux de l'angoisse absolue que nous avions sur les marchés européens depuis plusieurs semestres, eh bien, il faut absolument le faire reculer. Et le faire reculer, c'est dire tout simplement ça. C'est dire le pire est derrière nous, c'est-à-dire la possibilité d'exploser. Honnêtement, ça y est, maintenant, vous pouvez le dire. Vous ne croyez pas, par exemple, comme Wolfgang Schäuble dit qu'il veut un super ministre européen avec un droit de veto sur les budgets, qu'il y a Merkel qui est le good cop et Schäuble qui est le bad cop, et qui va toujours plus loin pour rendre l'Europe fédérale insupportable. C'est la même chose, mais pas insupportable. Il y a des pays qui le refuseront. C'est une annonce, mais Nicolas, c'est une annonce de négociation, de négociateur. Et ben voilà, bon. Mais vous savez, Philippe Sertine a employé le mot collapsus. C'est moi. Non, c'est nous les deux. Peu importe, il n'y a pas de copyright. D'accord, je vous accorde la paternité, il n'y a pas de problème. Mais vraiment, ça me fait penser à un malade. Il est en train de crever, il est sur la voie publique. Alors, vous avez deux médecins, vous avez deux attitudes. La première attitude consiste à savoir pourquoi il est là, qu'est-ce qui s'est passé, comment il va s'en sortir, qu'est-ce qu'il faudrait faire. Puis vous avez une deuxième attitude qui consiste à dire, il n'y a que deux gestes à faire. Un, on vérifie qu'il n'est pas mort, et deux, on lui fait immédiatement une piqûre ou un truc comme machin. Bon. C'est ce qu'on a fait depuis le début. Hein. La BCE a toujours intervenu. On était en train de regarder. On regardait le malade, on dit alors on met un petit peu d'oxygène, on fait un petit peu. Allez, on fait. Et puis là, tout d'un coup, on a un diagnostic et on dit bon alors maintenant, on le prend en charge, on l'emmène à l'hôpital et on y va. D'accord. On n'est plus dans la rue, c'est plus l'ambulance. Désolé, c'est une image, etc. Mais on n'est plus dans la rue, on n'est plus dans la rue et on n'est plus en train de regarder un type qui est en train de crever. On est en train de le soigner à l'hôpital. Ça change. Bon, le pire est passé, Olivier Berruyer. Par chance, le ridicule ne tue pas. À l'occasion, François Hollande discute avec sa porte-parole qui a déclaré la semaine dernière que la France était en état de faillite avancée. Ça a été très peu repris dans les médias. Pourtant, c'est une très belle déclaration qui mérite réflexion. Mais bon, je ne vais pas expliquer pourquoi le pire est devant nous, sinon vos auditeurs vont partir encore. Dernière question. Comment cette Europe va être démocratique ? Comment cette Europe va se faire avec l'acceptation totale et sincère des populations ? Non, mais vous avez noté quand même que chaque pays d'Europe Philippe de Sertine fonctionne en démocratie. Comment elle est démocratique? C'est tout simplement que l'Europe, quand vous êtes en train de regarder l'Assemblée nationale, vous avez des gens qui sont représentants des citoyens. Vous n'avez pas tous les citoyens dans l'Assemblée. C'était que si vous avez un super ministre des Finances, il ne sera pas élu. Le mécanisme... On ne peut pas se contenter de cette réponse. Non, mais pour adhérer à l'Europe, je crois que les citoyens français, parfois européens, l'oublient. Pour adhérer à l'Europe, on doit d'abord, en tant que pays, assurer qu'on ait une démocratie, qu'on va respecter les droits de l'homme. C'est fondamental. C'est fondamental. Non, mais c'est pas la question de la capacité de la BCE, organisme complètement technocratique, à appuyer sur le bouton on-off pour une banque. La capacité du mécanisme européen de stabilité à exiger des fonds sous 7 jours irrévocables sans passer par la case Parlement. La capacité d'un super ministre européen des Finances à dire votre budget ne me plaît pas, il sera comme je le veux, donc vous le réglez. Il dit il doit pas être déséquilibré, c'est tout. Droit de veto. Mais non, il vous dit juste. Angela Merkel veut qu'il y ait un droit de veto au niveau européen pour dire qu'un budget ne va pas, qu'il est retoqué. Mais non, pas qu'il va pas, qu'il est en déséquilibre. Oui. C'est-à-dire qu'on ne regarde pas ce qu'il y a dedans. On vous dit juste vous dépensez trop parce que vous ne pouvez pas rentrer d'argent. Excusez-moi, il n'y a pas besoin d'être un citoyen très compliqué pour comprendre qu'il y a un problème. Nicolas a raison de poser la question et je ne pense pas qu'on puisse se limiter à votre réponse. La réponse de Philippe est indispensable, elle est nécessaire, c'est pas suffisant. C'est-à-dire qu'il faut maintenant inventer de nouveaux mécanismes ou de nouvelles procédures qui permettent au peuple européen de s'approprier l'Europe, pour faire court. Alors, je vois tout de suite, je l'entends, j'entends notre ami dire non mais justement, il aura moins d'une minute, donc il ira pas loin. Mais non mais justement, je vais continuer le plus longtemps possible pour que c'est une stratégie très efficace. C'est Monsieur Smith au Sénat. La suite sur mon blog, je me vengerai. Ça c'est pas bien. Ça. Mais vraiment, je crois que là, c'est une question qui est posée parce que si on ne pose pas cette question-là, telle que vous l'avez posée, de toute façon, toutes les organisations techniques qu'on pourra mettre sur pied vont sauter. Donc, il faut impérativement que les peuples s'approprient ça. Alors, on n'y est pas. Bon, ben maintenant, c'est sur l'agenda, c'est la prochaine opération à effectuer. Allez, 32 secondes, Olivier Berruyer. Non, mais c'est en effet... J'ai bien aimé votre argumentaire, Nicolas. En effet, vous soulignez tous les problèmes de la construction européenne qui, depuis les années 80, s'est construite sur un modèle purement laissé-fairiste, sur un modèle purement financier. Et, à mon sens, cette Europe-là va crever de la finance. C'est assez clair. Bon, à nous de rebâtir la suite, un modèle plus confédéral et en coopération, bien sûr. Bon. Il y a quand même un mot, Nicolas. Il y a quand même un mot. François, le dernier, là, vraiment, il reste. Le dernier, non, mais on devrait retenir, si vous me permettez un peu d'humour, on parle de supervision. Oui. Je propose qu'on utilise ce mot avec deux mots, une supervision. Si on avait vraiment une super vision de l'Europe, je pense que les choses iraient mieux.
C'était Philippe de Sertine, François Racheline et Olivier Berruyer. On se retrouve lundi avec tous les autres sujets qu'on n'a pas pu aborder, la taxation des revenus du capital, qu'est-ce que j'avais d'autre? Oui, Les pigeons. les pigeons. Est-ce que les chômeurs sont trop indemnisés en France? Oui. Et l'augmentation des impôts, la diminution des dépenses. Voilà. Ah oui, c'est vrai ça. Quelle est la meilleure solution pour régler une crise en période de récession? Continuons. Allez, à lundi.